L'effectif d'un cours est une des données clés de la façon dont on va dispenser un enseignement. En présentiel comme en distanciel, faire cours à 5, 30 ou encore un amphithéâtre de 500 personnes n'a rien de comparable. En compagnie de mon invité, je vous propose aujourd'hui de découvrir quelques techniques d'animation en grand groupe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle causerie de la série Enseignement et Innovation de la collection Pédagogie de l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Reynaud, formatrice, spécialiste en ingénierie pédagogique et en ingénierie de formation. Bonjour Barbara. Bonjour Didier, je vous remercie de cette invitation. Je vous en prie. Alors Barbara, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc Barbara Reynaud, je suis formatrice de formateurs, spécialement dédiée aux acteurs de la formation professionnelle. Et je cible principalement le renforcement des compétences des formateurs, des enseignants, sur des thématiques aussi variées que les techniques d'animation, que la scénarisation d'une phase de cours, des évaluations, etc. Alors Barbara, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'animation de grands groupes, et en particulier de grands groupes à l'université ? Oui, tout à fait. L'animation de grands groupes va être essentielle pour rendre l'apprentissage plus engageant et collaboratif entre les étudiants. Ça va permettre aux enseignants aussi d'optimiser l'implication des étudiants, ce qui est crucial dans un contexte universitaire qui est souvent marqué par des cours magistraux. Et c'est là tout le défi. Alors effectivement, lorsqu'on pense faire une formation, c'est déjà un certain nombre de défis. Mais alors une formation pour un grand groupe comme un amphithéâtre, alors on en a de 300, 500, peut-être même plus. Quelles sont les caractéristiques de cette animation ? Oui, alors effectivement, on ne va pas forcément pouvoir animer de la même manière que dans un petit groupe. Donc l'idée, c'est tout de même de souligner qu'il y a un apport donc, positif aussi de ce grand groupe, puisque ça va permettre de générer de la collaboration entre les pairs, de déclencher de la cohésion de groupe, de l'entraide et forcément du progrès et de l'innovation. Donc ça, c'est pour les aspects positifs. Et puis plus le groupe est grand, plus on va pouvoir aussi le réduire en sous-groupes, avec lesquels ces groupes, on va pouvoir travailler sur différentes thématiques et faire en sorte que l'apprentissage soit le plus fluide possible. Alors de la même façon que j'ai des aspects positifs, j'imagine que j'ai aussi des aspects négatifs. Oui, tout à fait, vous l'avez dit, le groupe est grand, donc il y a une densité à gérer au niveau déjà de la taille du groupe, humainement parlant. Il y a aussi l'environnement dans lequel ils se trouvent, puisqu'on peut imaginer qu'ils sont souvent dans des salles qui sont vraiment très limitées au niveau des espaces libres, libérés, et donc ça va pas faciliter forcément les déplacements. Il peut y avoir aussi du bruit qui peut être fatigant aussi, et il peut y avoir aussi cet effet de groupe, positif ou négatif, avec une intensification aussi bien du positif que du négatif. Et là, je soulignerai aussi l'effet Janis, qui pourrait être que des individus pourraient se rallier aussi à l'opinion d'un groupe au détriment de leur propre pensée individuelle. Alors, d'accord, donc cet effet de renforcement, effet Janis, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est ? Oui, donc Irving Janis, en fait, est un chercheur américain, psychologue, et en 1972, donc, il a réalisé des études qui ont permis de dire qu'effectivement, dans un groupe, bien souvent, on peut s'écarter de sa propre pensée, de son propre comportement individuel et de notre propre conviction même intérieure, puisque les groupes étant là, ils vont contribuer à ce que le participant de façon individuelle, finalement, se raccroche à la pensée commune. Voilà, donc c'est un petit peu ça aussi l'intérêt de ne pas le négliger, cet aspect-là qui peut exister, d'y prêter simplement attention pour mettre en place des stratégies justement pour faire ressortir plutôt le contexte positif de l'animation des grands groupes. D'accord, donc une tentative finalement pour maximiser les points forts et minimiser les risques, j'ai envie de dire, dans la gestion de mon amphi. Et donc, l'importance de prêter une attention toute particulière à ces critères qu'on a pu citer, spécifiques à mon grand groupe. Alors, sur cette base-là, quelle
techniques d'animation est-ce que je pourrais déployer et qui pourraient être utilisées dans ces amphithéâtres? Oui, alors il y en a beaucoup des techniques d'animation. Après, l'idée, effectivement, ça serait que l'enseignant puisse faire un focus sur certaines qui seront jugées efficaces puisque justement elles auront fait l'épreuve, et aussi qui seront les plus, on va dire, pertinentes au regard de la succession des activités qu'il va donc enseigner durant sa phase de cours. Et là, le but de mon travail, ça va être de co-construire aussi ces parcours-là avec des techniques d'animation qui seraient spécifiques dans diverses disciplines et pertinentes, bien sûr, au regard du choix du professeur selon ses objectifs aussi d'apprentissage. Donc, on pourrait dire effectivement qu'une technique d'animation pourrait être bonne pour une discipline, pour un enseignant, mais pas forcément pour l'autre. Donc, tout l'enjeu, ça va être de les sélectionner à bon escient et de les mettre en pratique et de voir aussi le résultat. D'accord. Alors, ces techniques d'animation, on sait qu'il y en a donc plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de techniques d'animation? Oui, tout à fait. Donc, il peut y avoir des techniques assez simples au démarrage d'un cours, comme le brainstorming. Il peut y avoir des techniques un petit peu plus poussées aussi, comme le débat mouvant, que j'aime bien initier dans mes formations, le jeu des enveloppes, différents travaux en sous-groupe aussi, qui pourraient être particulièrement efficaces. Après, elles vont permettre, en plus de diversifier les formats d'apprentissage, de renforcer l'engagement des étudiants. Alors, quand on parle de technique d'animation, on sait qu'il y a un terme qui revient souvent, c'est le terme icebreaker. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la ressemblance, la différence entre technique d'animation et icebreaker? Oui, alors l'icebreaker, c'est vrai il va s'insérer au fil de la conduite du cours et il va être là pour dynamiser différentes parties de cours. À l'entrée, au moment de lancer un sujet, et puis au moment peut-être de commencer à parler d'un sujet un peu technique, et plutôt sur la fin. Mais ça va être des micro-animations, des petits temps comme ça, un petit peu d'oxygénisation du groupe, alors que la technique d'animation, elle est vraiment liée au contenu de l'apprentissage. On est vraiment dans la phase où là, l'enseignant veut inscrire son enseignement, il a un projet pour ses étudiants, donc il va être vraiment spécialisé, adapté au contexte du programme, on va dire. D'accord, donc c'est vraiment, on s'intéresse au cœur du cours, à la partie transmission de connaissances. On est d'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, on a vu donc plusieurs techniques que vous avez citées, on va maintenant s'intéresser à la première, donc vous nous aviez partagé, le fameux brainstorming. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment est-ce que je peux l'adapter dans le cas d'un grand groupe? Donc, qu'est-ce que c'est et quelles adaptations je peux faire pour qu'il fonctionne en grand groupe? D'accord, donc le brainstorming, en français, le remue-ménage, lui, c'était une technique qui va faire appel au fait que les participants vont pouvoir partager toutes leurs idées sans censure. On va accueillir l'ensemble des réponses suite à une question ouverte qu'aurait pu poser l'enseignant. Donc, c'est souvent utilisé pour introduire un nouveau sujet, pour accueillir les représentations de ce que, voilà, les idées préconçues des étudiants, de stimuler aussi un peu leur réflexion. Donc, en grand groupe, l'idée, ça serait de recueillir de cette même manière, bien sûr, leur représentation. Donc là, on pourrait imaginer un nuage de mots, puisque c'est un mot-clé. Ça serait peut-être plus simple qu'une expression un petit peu plus longue. Donc, avec des mots bien précis qui représenteraient le sujet proposé par l'enseignant avec une question ouverte. D'accord. Donc, en amphi, je pose ma question à mes étudiants et je recueille les mots qu'ils me donnent et je les marque au tableau. Et si j'ai plusieurs fois le même mot qui revient... Alors oui, c'est ça qui va être intéressant, puisque l'idée, c'est de ne pas freiner en fait la stimulation cognitive de l'étudiant. Donc ça va être, voilà, on va le rajouter. Montrer que certains mots ressortent avec plus de force. Oui, parce que l'objectif quand même, c'est d'aller chercher la représentation. Donc qu'est-ce que me représente tel sujet? C'est vrai que si plusieurs mots, comme le mot nature, par exemple, ressortiraient plusieurs fois, on pourrait penser que d'une manière générale, le groupe considère que c'est la nature qui... D'accord. Voilà. Et là-dessus, on sait que le numérique peut apporter quelque chose aussi. Oui, alors... Puisque effectivement, là, on a vu une modalité grand groupe, mais avec les outils classiques. Que peut apporter le numérique? Oui, alors c'est vrai aussi, ça peut limiter ce bruit dont on parlait, parce que l'interaction, là, pour le coup, pourrait être un peu difficile, alors qu'avec une application, c'est intéressant dans le sens où déjà, l'étudiant va réfléchir d'abord
d'abord seul. Il va donner les mots-clés qui représentent le sujet indiqué par l'enseignant. Et ensuite, il va donc du coup les diffuser. Et l'ensemble des participants vont faire la même chose sans avoir eu du tout d'interaction à ce moment-là, en tout cas pour la question posée, puisque l'idée avec le numérique, ça serait justement de cacher les réponses et de les proposer à un moment précis avec l'ensemble de toutes les réponses. Et là, donc, c'est un côté visuel qui est plutôt intéressant. Et en plus de ça, on voit de suite les mots qui ont le plus été formulés par les étudiants, donc ce qui représente certainement leur représentation la plus commune. Effectivement, donc la machine a ce rôle de collecteur, oui. Et ensuite va me proposer un nuage des mots où les mots qui seront le plus souvent revenus vont être le plus gros et vont apparaître du coup en exergue. Et ensuite, le partage par l'enseignant qui montre ce nuage de mots à la totalité de l'amphithéâtre. Et donc, ça permet de ensuite lancer la discussion sur ce partage et sur ce nuage. Tout à fait. Voilà. Alors, là encore, on peut voir que le numérique est un outil facilitateur sur la gestion de ce grand groupe. Et on se demande quand même comment ce brainstorming peut dynamiser un apprentissage. Oui, alors déjà, il va annoncer un sujet. Donc l'idée, c'est aussi d'enrôler un peu ces étudiants sur le sujet à venir que va évoquer l'enseignant. Donc l'idée, c'est aussi de leur laisser la parole. C'est requis aussi, c'est intéressant de laisser l'étudiant s'exprimer. Donc c'est vraiment l'objet même de ce brainstorming, c'est ça, hein, c'est de permettre à tout un chacun de verbaliser selon ses propres représentations, ses préacquis. Donc le brainstorming, lui, va vraiment valoriser ça, la diversité des points de vue. Ça va encourager aussi à la créativité, à la réflexion, puisque ce n'est pas un mot qu'on va demander, mais souvent, ça peut être plusieurs mots aussi. On va proposer d'étoffer le sujet. D'ailleurs, on pourrait même proposer de recommencer ce nuage de mots sur cette même thématique à l'issue du cours, ce qui montrerait aussi la progression dans la représentation des étudiants. En général, ça les motive à s'investir, puisqu'ils voient aussi leurs idées qui sont prises en compte. Donc ça, c'est intéressant. C'est une bonne entrée en matière pour annoncer donc, un nouveau sujet, pour susciter l'intérêt et donc faire naître une émergence d'idées individuelles, on l'a dit, puisque c'est d'abord individuel et collectif aussi. Effectivement, c'est une excellente idée puisque la progression pourrait être mesurée par la richesse du nuage de mots. Il y aurait peut-être de nouveaux mots qui seraient apparus. Et puis peut-être que les mots qui ressortiraient, parce qu'en étant plus gros, ne seraient pas les mêmes puisque grâce à l'enrichissement de l'enseignant, eh bien, la taille des mots va peut-être varier dans ce nuage de mots. Complètement. Voilà. Alors, comme toujours dans l'émission, on aime bien révéler les limites aussi des techniques qu'on montre. Donc, allons-y directement. Quelles sont les limites du brainstorming ? Oui, alors l'idée, effectivement, de sa limite, ça pourrait être qu'il y ait un effet d'entraînement qui fait qu'il faudra habituer pour qu'il y ait une mise en route assez facile. C'est-à-dire que si on n'a pas le numérique, clairement, il va falloir quand même habituer ces étudiants à mettre en place ce brainstorming facilement avec des règles aussi, des consignes, puisque c'est pas le remue-ménage, c'est bien, on va leur demander de s'exprimer, mais si on a 300 personnes qui parlent en même temps, ça peut être un peu compliqué. Donc toujours pareil, dans l'idée de ritualiser un petit peu les choses. La première fois, certainement que ça ne sera pas exactement ce qu'on attend, qu'il y aura un petit peu de flou, un petit peu trop de bruit. Et puis après, on va cadrer, on va structurer aussi cette étape-là, puisqu'elle fait partie de l'apprentissage. Donc elle va avoir un cadre aussi qui va être dynamisé, insufflé par l'enseignant, hein, qui peut réajuster à tout moment. Donc voilà, la limite, effectivement, c'est quand même la taille du groupe et l'usage ou pas du numérique qui facilite grandement cette étape-là. Donc quelque part, l'enseignant apprend à proposer ce type de technique et l'amphithéâtre apprend à éprouver ce type de technique en se perfectionnant lui aussi. Oui, tout à fait. On pourrait interroger aussi à la volée, hein, et ne pas demander systématiquement un recueil sur l'ensemble des personnes. Et on pourrait fonctionner par échantillonnage. Et l'idée, ça serait aussi de faire tourner ces groupes. Donc varier, c'est bien noté. Alors, on a vu cette première technique, le brainstorming. On passe maintenant à la deuxième que vous nous aviez citée, le débat mouvant. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est et comment est-ce que je peux l'organiser ? Ok, alors le débat mouvant, j'aime particulièrement justement l'animer. Donc, ça consiste à inviter les étudiants à se déplacer physiquement. Donc, à la base, c'est vraiment ça, dans un lieu, selon une affirmation qui va être formulée par l'enseignant. Donc, l'idée, c'est de recueillir leur opinion
et celle-ci, elle va être formulée par un « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Et selon s'ils sont d'accord ou pas, ils vont se déplacer d'un côté ou d'un autre, d'un lieu où on aura précisé, là c'est d'accord, et là vous déplacez là si vous n'êtes pas d'accord. Donc on lance une affirmation et il y a donc un déplacement des étudiants pour se positionner. D'accord, donc je pose une question fermée à mon amphithéâtre et en fonction de leur réponse, oui, non, d'accord, pas d'accord, ils vont d'un côté de l'amphithéâtre que j'aurais désigné comme étant d'accord et de l'autre côté comme étant désigné pas d'accord. Alors la première question que j'ai envie de dire, c'est des amphithéâtres, il y en a différents types et il y en a certains que je sais être très exigus, sur lesquels on ne peut pas se déplacer. Alors, comment est-ce que je fais ? Oui, je comprends. Effectivement, selon la taille de la salle, ça peut être un peu compliqué, mais l'idée, c'est finalement de s'y adapter et de le proposer tout de même. Alors, effectivement, on va modifier un petit peu le déplacement. S'il ne peut pas avoir lieu, on pourrait leur proposer de soutenir leur opinion par quand même un geste, avec soit un code couleur qu'ils pourraient soulever, un oui, un non, et puis voire plus, aussi peut-être quand même un mini déplacement, mais à minima sur sa chaise, le groupe d'accord, eux se lèvent, et puis le groupe qui ne serait pas d'accord se retourne. Que les deux quand même aient quelque chose à faire, qu'il y ait quand même un engagement physique, je dirais. Alors, cet engagement physique, il n'est pas simple à obtenir dans certains amphithéâtres où il peut y avoir des personnes timides. Comment est-ce que je peux encourager mes étudiants timides à participer lors de ce type de débat? Alors, effectivement, l'idée, c'est pas non plus d'entrer sur des sujets trop polémiques. Là, c'est pareil, c'est aussi une technique d'animation qui va annoncer ou qui peut être liée, bien entendu, à un instant précis du temps d'apprentissage. Donc, il est lié au sujet, bien sûr. Et donc, les affirmations doivent être quand même suffisamment simples pour qu'il y ait une prise de position intéressante, constructive. C'est pas l'idée de lancer un sujet polémique, mais plutôt de mettre en confiance aussi les étudiants qui pourraient avoir des propos justement nuancés, puisque l'idée, ça va être aussi d'argumenter. À un moment donné, il va y avoir un positionnement. Pourquoi je suis d'accord, pourquoi je ne suis pas d'accord. D'accord. J'imagine qu'il y a aussi cette possibilité de gradation, c'est-à-dire que si je vais proposer plusieurs fois ce type de débat mouvant. Les premiers, je vais les orienter vers des questions peut-être plus simples. Et lorsqu'ils auront été en confiance sur la manière, là, je peux augmenter la complexité de la question qui va être posée. Tout à fait, ça va dépendre encore une fois de la discipline. Par exemple, sur des disciplines de droit où on doit argumenter, ça peut être des questions un tout petit peu plus poussées que sur une autre discipline, ça peut être plus léger, effectivement. Mais dans tous les cas, ça va construire quelque chose aussi. Oui, dans toutes les disciplines, je pense qu'on peut avoir une gradation dans la complexité des questions qui vont être posées. Et toujours un cadre bienveillant, puisque l'idée, c'est de recueillir des opinions de façon, avec un respect de chacun. Bien sûr. Alors, par rapport à ce cadre bienveillant, justement, on peut se demander quels bénéfices est-ce que les étudiants vont pouvoir, eux, tirer des débats mouvants ? Oui, alors déjà, ils vont apprendre à mieux se connaître, puisqu'à travers une décision, une prise de position, ça va être un temps aussi d'échange qui va leur permettre de mieux se connaître, d'argumenter. Donc, chacun veut peut-être un peu rallier l'autre à sa cause. Donc, ça va leur permettre justement de faire preuve de conviction, d'écouter les autres aussi. C'est intéressant cet exercice, puisque quand on s'exprime, on est écouté et à notre tour, on va écouter l'autre. On va peut-être reconsidérer aussi notre point de vue, puisque finalement, je me suis positionné du côté d'accord, mais celui qui est en train de parler dans le groupe des non-d'accords, finalement, me donne des arguments suffisants pour que je me rallie de son côté. D'accord. Il y a aussi quelque chose de très personnel, de très corporel, j'ai envie de dire, dans la prise de décision. Plutôt qu'un oui ou non où j'aurais répondu à un simple sondage, le fait de, moi, me déplacer ou alors d'adopter une attitude qui, quelque part, montre à tous mon choix. Dans ce déplacement corporel, il y a quelque chose de fort, non ? Oui, et c'est d'ailleurs très intéressant, puisque là, on va justement, en tant qu'enseignant, observer ce groupe fonctionner, aussi bien pour cette prise de position, comme vous le dites, avec ce déplacement. Vous aurez des personnes qui, très vite, dont on pourrait penser qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir, qui vont se positionner directement sur un des deux groupes, et puis vous en avez d'autres qui vont vraiment, véritablement prendre le temps et qui pourront arriver tout doucement à se positionner dans un des camps, si je peux dire
comme ça. Donc oui, ce mouvement, il va être quand même important puisqu'on va pouvoir observer un petit peu les mécanismes en fait de chacun sur cette prise de décision. Alors, j'y vois une limite, pour ne pas dire un biais, en me faisant l'avocat du diable. C'est que moi, si je suis étudiant, qui n'ai pas trop envie de me prendre la tête, j'attends tranquillement de voir où vont les personnes, et après, je vais peut-être tranquillement suivre mes petits camarades, ou alors la personne que je sais être major de promotion. Oui, donc, j'entends ce que vous dites. Je prends mon temps, et discrètement, je fais partie des derniers à me lever et à me déplacer. Ça arrive, effectivement, on le voit bien. Un effet mouton. Un effet mouton ou suiveur, comme vous dites. Ça peut être intéressant, justement, de l'observer et de lui proposer d'argumenter, lui, de répondre un petit peu à cette question sous son angle à lui. Et ça peut nous donner, effectivement, des éclaircissements sur cette prise de position. Alors, soit, comme vous dites, c'était vraiment suiveur et j'ai pas grand-chose à dire de plus. Soit, au contraire, j'ai pris mon temps et j'ai pas mal de choses à apporter. Donc, ça peut être bien d'observer et de questionner, peut-être aussi selon l'engagement de chacun dans cette prise de décision, les individus. Donc bien observer l'amphithéâtre. Il y a aussi une autre limite à ce débat mouvant, c'est quand une personne n'arrive pas à se positionner, elle y a vraiment pensé, elle a vraiment réfléchi, et pour elle, ce n'est pas une réponse qu'on peut simplement catégoriser par oui ou par non. Comment est-ce qu'on fait ? C'est vrai, vous le dites très bien, vous le soulignez, un débat, c'est pas que oui, que non, il peut y avoir des nuances. Alors, bien souvent, quand je l'anime, je le dis pas, mais réellement, ça se fait presque naturellement qu'on a des personnes qui restent un petit peu au milieu, à qui on pose la question, qu'est-ce que vous avez décidé, et qui nous formule que non, c'est ni oui ni non, on va dire. Donc c'est intéressant aussi, puisqu'il existe, donc c'est ce que j'annonce en général après, il existe un lieu précis qui est bien celui du milieu, qu'on appelle d'ailleurs la rivière du doute. Et la rivière du doute, c'est le moment où l'étudiant ne se positionne pas réellement, il n'a pas trop envie, il attend, il est en réflexion, mais il a envie plutôt d'écouter les autres, donc on va lui laisser aussi cette possibilité. Donc là, l'idée, ça va être vraiment d'écouter les uns et les autres. Et puis peut-être que ça va l'aider à prendre une décision. Peut-être qu'il va rester dans cette nuance-là. Et puis, ou peut-être qu'il va changer et se déplacer. Donc c'est un non-choix, mais militant quelque part. Un non-choix qui est motivé par un ensemble de réflexions sur lesquelles la personne est. Oui, tout à fait. Que ce soit le choix de la sagesse, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de progressivement aller aussi sur ce champ-là. Alors, j'aimerais revenir sur ce cas des étudiants, quelque part, qui attendent un petit peu de voir comment ça va se passer pour me rendre à l'endroit où je vois mes copains, par exemple. Il peut y avoir un autre cas, c'est la personne qui, tout simplement, fait une réflexion intérieure très très importante et va prendre du temps pour rejoindre son camp, j'ai envie de dire, mais non pas parce qu'il veut copier les autres, mais parce que sa réflexion va être plus poussée. Comment moi, en tant qu'enseignant, je peux amener à me positionner par rapport à ces deux groupes de personnes qui finalement vont se lever plutôt vers la fin pour regagner un des camps, sans savoir s'il s'agit d'une personne qui, au contraire, a poussé la maturité de sa réflexion, ou une personne qui, au contraire, s'est simplement laissée vivre en suivant les petits copains. Alors, selon la taille du groupe, malheureusement, on ne pourra pas interroger tout le monde. Donc, voilà, l'idée, ça peut être de poser des questions à un panel, ceux qui sont allés peut-être assez rapidement sur une prise de décision, ceux qui sont un peu middle, et puis ceux qui prennent un petit peu plus le temps, effectivement. Donc ça peut être intéressant toujours d'observer et puis de laisser la place à celui aussi qui a envie de s'exprimer. Ce n'est pas forcément que l'enseignant qui va sélectionner les personnes. L'idée, c'est quand même de rester aussi dans ce cadre bienveillant et puis de réflexion collective, d'émergence d'idées collectives. Voilà. Donc on en revient aussi à l'importance toute particulière pour l'enseignant d'être très attentif pendant ce moment de déplacement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enseignant qui lance une consigne et qui attend tranquillement que les étudiants se positionnent, mais au moment où il lance la consigne, eh bien, il est extrêmement attentif à la réaction de son amphithéâtre, qui se déplace, à quel moment, et à la limite, ceux
que moi j'aurais envie de demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix, ça va être parmi les dernières arrivées. Et dedans, je vais avoir soit des personnes suiveuses, et dans ce cas-là, quelque part, elles vont devoir être démasquées, soit au contraire des personnes qui auront poussé une réflexion particulière. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, ça se transforme un petit peu comme, je dirais pas un café philo, mais en tout cas avec une prise de parole. C'est ça qui va être vraiment intéressant aussi. C'est que finalement, là, l'enseignant a pratiquement un rôle d'animateur, puisqu'il va donner la parole à certains. Les idées qui ont été déjà dites, finalement, autant qu'il y ait un apport avec une autre pensée. Donc l'idée, ça va être ça aussi, de faire alterner un petit peu les personnes, de façon à ce que finalement, il y ait un débat constructif, qu'on arrive aussi sur des idées communes qui auraient été partagées. Comme celui d'ailleurs qui se retrouverait un petit peu seul aussi dans son groupe, ça arrive. Position difficile. Qui va lui devoir faire preuve un petit peu de conviction, et puis toujours dans un cadre bienveillant, encore insuffler l'enseignant. Très bien. Alors, brainstorming, débat mouvant. On arrive maintenant à la troisième animation qu'on pourrait proposer. C'est le jeu des enveloppes. Oui. Alors, le jeu des enveloppes, là, on est vraiment sur un travail de résolution de problématiques. Vous avez des enveloppes, pareil, vous avez des sous-groupes, vous avez des enveloppes. Sur les enveloppes, chaque groupe va questionner sur une thématique, bien sûr, dominante, insufflée par l'enseignant. Et chaque groupe va devoir traiter la question qui est sur l'enveloppe avec une réflexion et apporter des solutions. Ces solutions vont être insérées dans l'enveloppe et ensuite, elles vont circuler auprès de l'ensemble des groupes. Du coup, ce qui va être intéressant, là, c'est que chacun va apporter des solutions sur des questions communes. Et à la fin, il y a un dépouillement qui va faire qu'on va aller chercher les réponses. Et puis, certainement, collectivement, cette fois-ci, d'aller chercher les meilleures solutions possibles. D'accord. Donc, il y a bien une partie restitution. Alors, quel est le réel apport de l'enveloppe? Si je fais pareil, ce travail de groupe avec des questions qui circulent, mais sans la partie enveloppe? Oui, alors du coup, on revient plutôt sur un échange, sur du questionnement. Là, ça permet aussi d'avoir un temps. Chaque groupe a son temps de réflexion, mais aussi va poser des questions aux autres. Donc, il va y avoir comme ça des apports successifs de chaque groupe pour l'ensemble du groupe. Donc, c'est un petit peu de la construction, comme on pourrait le dire. Co-construction, où je repars des acquis des collaboration et co-construction. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi est-ce que ce jeu des enveloppes est particulièrement pertinent dans le cas des enseignements? Oui, alors, c'est plutôt lié aux méthodes actives des apprentissages. Quand on veut faire découvrir un sujet et qu'on voudrait quand même qu'il y ait une réflexion assez poussée sur ce sujet, on peut aussi demander éventuellement à des apprenants de faire des petits micro-travaux de recherche pour apporter des solutions, puisqu'on part vraiment d'un postulat, on part d'un contexte, on part d'une problématique, et l'idée, c'est de trouver des réponses. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'utilité d'avoir des sous-groupes. Est-ce que vous pourriez nous brosser un peu l'intérêt, les modalités de travailler en sous-groupe ? Oui, alors sur les grands groupes, de toute façon, c'est vraiment intéressant et requis de diviser le groupe classe, on va dire, en plus petits groupes pour répondre à un problème de façon plus privilégiée. Avec ce temps, justement, où finalement, ce sont les étudiants d'abord seuls qui vont réfléchir à un sujet. Et à ce moment-là, finalement, l'enseignant est plutôt positionné en régulateur, accompagnateur. Mais l'idée, c'est vraiment de faire émerger les solutions de leur part. Ça leur permet d'être à l'aise entre eux aussi, ou en tout cas de développer une aisance, puisque voilà, il n'y a pas de gêne, tout le monde s'exprime librement. Parfois, il peut y avoir un petit peu de compétition aussi entre les groupes, donc ça peut aussi être assez ludique. Et l'idée, c'est vraiment ça, de proposer un cadre sécurisé, mais de pouvoir faire émerger une réflexion collective ensuite, mais qui pourrait partir de réflexions un tout petit peu plus personnelles ou personnalisées. D'accord, donc toujours ce rôle de l'enseignant, mentor, animateur, bienveillant. Oui, tout à fait. Alors, ces travaux de sous-groupe vont avoir un impact sur la dynamique de mon amphithéâtre au niveau des étudiants. Oui, tout à fait. Alors l'idée, c'est, comme on le disait, le sous-groupe va impliquer aussi un contexte un petit peu plus intimiste, parce que 200, 300 personnes dans un amphi, à un moment donné, c'est vrai que
voilà, on ne sait plus qui est qui, on ne se connaît pas forcément. Donc le fait de travailler en sous-groupe va favoriser quand même les échanges. Les étudiants vont être un peu plus à l'aise, vont participer avec des personnes en plus qui n'ont pas forcément l'habitude de participer. Ça va augmenter la qualité des interactions, donc des apprentissages, d'abord entre pairs, puis ensuite collectivement. C'est l'intérêt. Et comme dit le proverbe de Henry Ford, sa citation « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Je partage avec lui cette affirmation. Alors, on a vu quelques techniques, brainstorming, débat mouvant, jeu des enveloppes. En quoi ces techniques vont être spécifiques des grands groupes? En quoi est-ce qu'elles se distinguent? Oui, alors on va partir du postulat que les techniques d'animation d'un grand groupe vont fonctionner très facilement avec un plus petit groupe. L'inverse n'est pas toujours le cas. C'est vrai, on l'a vu, il y a des contextes un peu différents. La restitution, ça va être ça, vraiment, véritablement, l'enjeu de l'enseignant, puisque l'on sait que sur un contexte de grand groupe, la restitution dite collective, après la réflexion, cette phase-là qui est quand même importante, elle doit être faite vers un unique enseignant qui est face à un collectif, et c'est pas toujours gérable aussi bien en temps, principalement en temps, mais aussi par rapport au fonctionnement de la salle. Donc c'est vrai que la limite, ça pourrait être là au niveau de la restitution. Mais l'idée, c'est quand même que ça va entraîner les étudiants à travailler entre eux. Et donc, c'est aussi ce qu'on leur demande à un moment donné, de co-construire dans leur parcours des solutions avec leurs pairs. Donc, c'est quand même l'avantage. Même s'il n'y aura pas forcément de restitution toujours collective au sein du groupe. D'accord. Alors, là encore, j'ai envie de me faire, par rapport à ces techniques, l'avocat du diable, en me disant, mais ça prend du temps de mettre en place ces méthodes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, l'investissement en temps, au départ, effectivement, il est bien là, puisque, comme on l'a vu, il faut poser le cas, donner des consignes, expliquer comment va se dérouler, justement, cet apprentissage. Il y a toujours un effet d'entraînement et les étudiants en prennent de bonnes habitudes aussi. Donc, du coup, cet effet d'entraînement répété va leur permettre de, très rapidement, si je dis débat mouvant, ils vont savoir exactement ce qui va se dérouler et j'aurai plus qu'à poser mon affirmation et ça devrait quand même être lancé beaucoup plus vite que sur la première fois, effectivement. Donc, c'est vraiment à inciter et de manière plutôt régulière. D'accord. Donc, pour un enseignant, ça prend du temps en préparation, du temps en déploiement, mais au final, c'est rentable. C'est ça. Et c'est de plus en plus rentable. Tout à fait. D'accord. Alors, on arrive encore au terme de l'échange avec cette question qui est « Je suis convaincu, je voudrais m'y mettre. Est-ce que vous auriez un conseil pour m'aider à me lancer cette première marche d'escalier ?» Oui, on le disait, le temps est souvent un frein, donc vraiment se dire que voilà, il faut se lancer, je dirais déjà, c'est une première chose. Il faut donc quand même planifier ce temps-là, le cadrer quand même dans sa séance, de bien préparer aussi son animation. Plus c'est préparé, mieux on sera nous-mêmes enseignants, entraînés, et on pourra mieux agir et réagir aux imprévus. Oser aussi, différentes techniques, on en a vu quelques-unes, mais il en existe bien sûr d'autres. Oser les techniques d'animation un peu variées, de manière aussi, on le disait, à s'adapter un petit peu à différents publics, va faire que ça va prendre son sens et l'émulsion devrait arriver progressivement. Très bien, merci beaucoup pour cet échange. Merci Didier. Merci Barbara en tout cas pour ces clés sur l'animation des grands groupes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle causerie, toujours sur le thème de l'innovation dans l'enseignement.